Donc, merci encore une fois de vous joindre à ce webinaire. Je vais commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Louis Delabarre, je suis Solution Architect chez Gatewatcher et j'ai en charge toute la partie France internationale sur la partie avant-vente. L'objet de cette présentation aujourd'hui, c'est comment détecter une attaque par thread hijacking. Je vous propose d'organiser cette présentation ou ce webinaire en 3 parties. Je vais très vite expliquer le contexte de la démonstration autour de ce type d'attaque. Ensuite, on passera directement évidemment à la démonstration en elle-même. Et puis en dernière partie, sur les 5 dernières minutes, je ne sais pas si certaines personnes peuvent dépasser, mais si on dépasse, c'est pas très grave en ce qui me concerne. Mais sur la dernière partie, vous pourrez poser les questions qui vous intéressent concernant cette démonstration et la solution évidemment que je vais utiliser pour faire cette démonstration. Alors, je crois qu'il est important déjà d'expliquer de quelle attaque on parle, pardon. Lorsqu'on parle de thread hijacking, certains appellent cette attaque aussi reply chain attack. Je crois même que le vocable, enfin en tout cas le nom en anglais, reply chain attack, est légèrement plus explicite que thread hijacking, mais en gros, c'est extrêmement simple. Dans un premier temps, les pirates vont compromettre un compte ou plusieurs comptes de votre messagerie, votre serveur mail, et à partir de cette compromission, vont être en capacité à envoyer ou répondre à des mails déjà existants sur ce compte compromis pour cibler d'autres personnes de l'entreprise. Donc évidemment, l'impact de ce type d'attaque est beaucoup plus élevé. Pourquoi? Parce que les personnes qui vont recevoir le mail avec la charge finale, virale ou autre, eh bien vont être, je dirais, plus à même de cliquer sur des liens ou d'ouvrir une pièce jointe, puisque le mail provient d'un collègue ou de plusieurs collègues de l'entreprise. Évidemment, la deuxième partie de ce type d'attaque consiste à distribuer. Donc, je reprends la présentation. Donc, sur la deuxième partie, vous avez donc une distribution d'une charge malicieuse qui consiste à distribuer un malware ou un outil. Dans le cadre de cette démonstration, je vais vous montrer l'utilisation d'une plateforme qui s'appelle Sliver et qui est extrêmement utilisée. Nos partenaires Proofpoint disent que en 2021, on a assisté à une croissance de 161% d'utilisation de plateformes légitimes, alors légitimes entre guillemets, ou open source comme Sliver, qui sont complètement downloadables. J'ai mis le lien GitHub qui permet de récupérer la plateforme Sliver. Donc voilà, c'est vraiment aujourd'hui quelque chose qui est de plus en plus utilisé par les acteurs malveillants, puisque c'est quelque chose qui sera un peu moins bien détecté par les anti-malware. Alors, Sliver, en soi, c'est relativement simple, comme je l'ai dit. C'est une plateforme qui est multi-OS. Donc ça, c'est un des points forts de cette plateforme, puisque vous pouvez attaquer des postes Windows, Linux ou Macintosh. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, et on va le voir lors de la démo, cette plateforme qui évidemment permet après d'exécuter certaines actions qu'on voit sur la copie d'écran qui est en bas à gauche, eh bien, elle communique avec un serveur Command and Control ou un C2 à travers des protocoles plus ou moins secure. Donc, on a du Mutual TLS, on a l'HTTPS, du DNS, l'encapsulation DNS. Et un des points aussi différenciants de Sliver, c'est que c'est une technologie qui utilise une sorte de compilation dynamique, c'est développé en Golang, donc une espèce de compilation dynamique pour chacune des victimes, avec des certificats ISO509 uniques, avec une auto-certification générée pour cette target. Donc c'est extrêmement difficile d'utiliser également des systèmes basés sur des réputations, puisque l'autorité de certification ainsi que les certificats sont totalement uniques. Alors, le déroulé de la démonstration est le suivant. Je vais vous montrer très rapidement qui est l'acteur TA551 ou Shattack. Certains le nomment Shattack, d'autres TA551, et vous montrer l'utilisation d'une plateforme de type Threat Intelligence ou renseignement en français.
La deuxième partie, bon, qui va très très vite, on va exécuter un PCAP. C'est un vrai PCAP que j'ai récupéré de différents repositories qui existent sur le net. Donc c'est une vraie attaque, un vrai PCAP qu'on va exécuter au niveau de notre solution de détection. Et puis ensuite, dans une troisième partie qui est la plus importante en temps dans la démonstration, on va regarder les différents types de détection qu'on a réalisés sur cette attaque et voir comment on peut être efficace malgré l'utilisation d'une plateforme comme Sliver et une attaque de type hijacking trade hijacking. Pardon. La dernière partie consiste à vous montrer également l'utilisation des métadonnées parce que évidemment on parle beaucoup d'analyse et donc de détection, mais on peut aussi, grâce aux métadonnées, comprendre un peu mieux le déroulé de l'attaque. Donc sans plus de détails, je vous propose de passer à la démonstration en elle-même. Donc je vais arrêter de partager le PowerPoint. Hein. Donc, la première étape de la démonstration, comme je l'ai dit, c'est vous montrer les informations qu'on peut avoir sur l'acteur, ce qu'on appelle un acteur, donc le groupe TA551. Alors là, en l'occurrence, ce que je vous montre, c'est une intégration dans OpenCTI, donc la plateforme open source qui est par ailleurs poussée par l'ANSSI, mais l'intégration dans OpenCTI des informations de renseignement que nous poussons à nos clients à travers l'offre qui s'appelle LastInfoSec. Donc, on voit que dans la base OpenCTI ici, on a 3 millions d'entités, environ 400 000 rapports. Donc, les rapports, c'est ce qu'on envoie au quotidien en plus des feeds avec les IOC à nos clients, un certain nombre de relations. Donc là, vous avez les métriques de la plateforme. Et comme je vous l'ai dit, on peut faire des recherches. Donc, si je fais une recherche sur TA 551, je vais retrouver un certain nombre d'informations concernant cet acteur. Alors, voilà, donc on a des informations de type global sur l'acteur. On va retrouver ici les derniers rapports que nous avons pu envoyer à nos clients concernant TA 551. On voit que le dernier date d'hier. Il y en a même eu plusieurs pour la journée d'hier. On va retrouver ici un certain nombre d'indicateurs, donc soit des hashes de fichiers, soit des URL, soit des couples IP-port, enfin voilà, un certain nombre d'indicateurs qui permettent d'associer des attaques ou en tout cas des actions malveillantes à ce groupe TA551. Et puis là, on va retrouver un certain nombre de références externes comme Unit42, abus.ch, enfin toutes les sources que l'on peut nous collecter, enfin sur lesquelles on est connecté pour collecter des informations de type renseignement. Quand on regarde les informations un peu dans le détail sur TA 551, on voit ici, alors il y a environ 6000 indicateurs qui concernent TA 551, ce qui est quand même pas mal, 28 motifs d'attaque, donc des techniques d'attaque qui sont associés à ce groupe, et 8 codes malveillants. Là, on a dans l'ordre inversement chronologique un certain nombre d'informations, une fois encore, concernant ce groupe. Donc, en septembre dernier, a priori, le groupe a utilisé Quackbot comme type de malware. Mais si on remonte un peu dans le temps, on voit certaines informations comme des techniques d'attaque, donc l'utilisation, par exemple, de fichiers HTA de Microsoft, l'utilisation de fichiers malicieux, et là, en l'occurrence, des macros. Et on va voir que c'est un des points forts de ce groupe. La partie URL. On va retrouver ici évidemment donc des techniques du type spear phishing attachment, donc qui est très proche sur un plan technique de l'attaque de type thread hijacking. Et puis on va retrouver un certain nombre d'autres informations comme des citations par exemple faites par Cybereason, ici d'exécution de commandes Windows, et là du DGA. Il y a même eu à un moment donné, alors ça c'était en début 2021, l'utilisation de domaines qui sont générés aléatoirement pour évidemment contourner les mécanismes de protection basés sur la réputation de nom de domaine. Voilà, on retrouve un certain nombre d'informations et à chaque fois, vous avez le détail. Vous pouvez rechercher les indicateurs, les rapports. Donc, si je vais sur les analyses, j'ai tous les derniers rapports. On voit qu'il y en a quand même énormément. 22 janvier, il y en a quasiment tous les jours en concernant TA 551. Et si je clique sur le dernier rapport, je retrouve un certain nombre d'informations dans ce rapport et en particulier des indicateurs de compromission, là en l'occurrence un URL. Voilà, donc ça c'était la première partie de la démonstration qui consistait à vous montrer comment on peut collecter de l'intelligence, et vous allez voir que cette intelligence, elle est utile lorsqu'on doit faire face à des attaques.
La deuxième partie, évidemment, consiste à exécuter l'attaque. Et avant cela, je vais juste vous montrer les outils que j'utilise. Évidemment, la solution GetWatcher. Alors, là, on voit à l'écran l'accueil, hein, la home page de la solution. On voit qu'il y a déjà eu pas mal d'alertes parce que, évidemment, j'ai fait des tests avant pour m'assurer que ça fonctionnait correctement. Donc, on va retrouver un certain nombre d'indicateurs, de KPI, avec des indicateurs de statut, de signature, puisque la solution, vous allez voir, multiplie les moteurs de détection, y compris différents moteurs anti-malware, pour analyser les fichiers. Ensuite, j'utiliserai en particulier la partie qui consiste à faire de la recherche, hein, du hunting, de la recherche dans les métadonnées et dans les alertes. On voit que sur le dernier quart d'heure, il n'y a pas eu d'information. Alors, pour montrer que j'ai vraiment accès à une plateforme, je peux évidemment afficher toutes les données depuis maintenant une trentaine de jours. Donc, je vais revenir sur le dernier quart d'heure pour qu'on ne soit pas pollué par toutes ces informations. Donc j'ai une vue tactique, j'ai une vue en termes de métadonnées, donc toutes les données qui sont remontées par notre sonde, hein, de détection, et puis les différents types d'alertes. On voit que pour l'instant, c'est vierge. Donc je vais pouvoir lancer une attaque. Donc comme je l'ai dit, j'ai juste à réexécuter un PCAP. Je lance l'action, voilà. Donc dans les quelques secondes qui vont suivre, on devrait commencer à voir des informations arrivées. Donc le PCAP, hein, comme je l'ai dit, je l'ai récupéré sur des repositories publics sur Internet. Il fait à peu près une dizaine de mégas. Alors évidemment, le PCAP ne concerne pas la première partie, c'est-à-dire la partie qui consiste à compromettre l'email et ensuite à distribuer Sliver à travers des emails, hein, qui sont des réponses à des emails déjà existants, mais il concerne la deuxième partie, c'est-à-dire la compromission d'un poste de travail grâce à Sliver. Donc, sur l'interface, là, je vois déjà que j'ai quelques informations qui arrivent et je vois des alertes affichées, différents types d'alertes. Je vais revenir sur chacune d'elles, mais on voit que évidemment il y a quelque chose qui se passe. Je suis analyste, je suis devant mon écran, je vois des alertes de différentes catégories. Je vais commencer à regarder ces alertes en me disant tiens, c'est bizarre. Soudainement là, j'ai trois types d'alertes. Alors quand je mets ma souris sur la solution, je vois que j'ai là une alerte de type Codebreaker. Donc Codebreaker, c'est un premier moteur qui consiste à détecter les shellcodes, donc l'exploitation de vulnérabilité, par exemple. Je vois aussi que j'ai des alertes de type SigFlow, donc c'est de l'analyse, c'est des règles, hein, statiques. On voit d'ailleurs dessous le détail. Et puis en bleu, là, alors je vais rafraîchir. En bleu, je vois une attaque de type Malcore. Et donc là, c'est l'analyse anti-malware d'un fichier, puisqu'apparemment un fichier a été détecté et reconstruit. Donc on voit ici dans l'interface une vue tactique qui consolide les informations. Alors je vais peut-être vous montrer un peu plus dans le détail, mais sur la partie tactique, donc après j'ai ici une vue globale et si je descends, j'ai un peu plus de détails. Donc là j'ai les alertes qui sont liées aux règles statiques de détection. Là j'ai des alertes qui sont liées à la partie anti-malware. Et puis là, j'ai des alertes liées à Codebreaker. Donc, on voit que cette attaque a illuminé, entre guillemets, trois types de détection différents. Donc, ce qui est quand même assez intéressant. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a choisi ce type d'attaque pour cette démo. Si je vais dans les métadonnées, je m'aperçois que j'ai différents trafics ici. J'ai en effet des résolutions DNS. Apparemment, un fichier qui a été reconstitué. Donc, je peux évidemment aller voir la partie DNS, mais j'expliquerai après dans le détail comment on peut utiliser ces métadonnées. Et donc, comme je l'ai dit, dans la partie tactique, on a vu trois types d'alertes. Je peux maintenant, en tant qu'analyste, aller voir chacune de ces alertes. Si je vais dans la partie analyse de règles statiques, qu'est-ce que je vois? Je vois deux IP. Je vois une IP qui est interne, hein, qui est chez moi, dans mon système d'information, et une IP externe. Et je vois ici un certain nombre, donc je revois ces deux IP-là, et je vois les deux alertes qui ont été affichées dans la partie tactique, avec une première qui correspond à le fait qu'on a un fichier qui est attaché à une requête HTTP, donc un get d'un fichier. Et puis ici, une information encore plus intéressante, on s'aperçoit que j'ai un download d'un exécutable ou d'une DLL. Enfin, en tout cas, on m'alerte que le poste donc interne, hein, cette IP, donc 10.10.20.101,
à downloader un exécutable ou une DLL à travers une requête HTTP sur un serveur externe. Donc ça, c'est quand même déjà enfin, ça doit éveiller ma curiosité puisque j'ai un premier élément de détection me disant c'est pas bien, il y a un exécutable qui a été downloadé d'une requête externe. Le deuxième type d'alerte que j'ai reçu, c'est Malcore, donc la partie anti-malware. Et là, je vais dans cette partie-là, je vois que c'est toujours les mêmes IP adresses qui sont concernées. Je vois qu'il y a la partie 10.10.20.101, donc ça concerne le poste de travail qui a downloadé cet exécutable. Et cet exécutable a été reconstruit par notre technologie et soumis à 16 moteurs anti-malware. Et quand je passe ma souris sur l'alerte, je vois qu'il y a trois moteurs sur 15. Alors, vous m'avez dit, vous pourriez me dire, j'ai dit 16 moteurs. Il y a en effet 16 moteurs, mais pour X raisons, j'ai peut-être un moteur qui ne fonctionne pas, ou qui est arrêté, ou qui n'a pas été correctement mis à jour. Donc là, en l'occurrence, sur le fichier qui a été analysé, j'ai 3 moteurs sur 15 qui ont détecté quelque chose de malveillant ou malicieux pour ce fichier-là. Donc si je descends, je vois qu'en effet, c'est ce fameux exécutable qui a été downloadé et qu'on a les 3 alertes qui ont été enfin en tout cas les 3 types de fichiers malicieux qui ont été identifiés. Donc généralement les génériques KDZ et les donuts correspondent à des détections de type heuristique. Donc là on a fait donc une analyse heuristique avec ces 15 moteurs en l'occurrence et on a vu qu'il y a quelque chose qui n'était pas forcément très bien pour ces fichiers downloadés par cette IP interne. Je peux aussi, dans ma plateforme, aller voir de plus près cette alerte, ce fichier. Et là, je vois que le fichier a été downloadé, s'appelle 16.2. D'ailleurs, je peux le vérifier, parce que si je vais dans la requête qui est ici, je vois que le fichier s'appelle 16.2 avec un hash correspondant au fichier, un hash SHA-256 ou MD5. Donc, quand je retourne, par exemple, dans la partie alerte anti-malware, je vois que le fichier est ici. Je peux cliquer droit dessus, je peux le récupérer. Je peux récupérer le fichier en lui-même, l'exécutable, pour le soumettre, pourquoi pas, à une plateforme externe ou à peut-être une autre équipe en interne pour faire une analyse ou du reverse engineering sur ce fichier. Je peux aussi, et c'est ce que je vais faire là, le soumettre à une autre solution que GetWatcher propose, qui est une analyse dynamique. C'est-à-dire que les 16 premiers moteurs, et les 15 en l'occurrence, font une analyse statique, ils n'exécutent pas le fichier, ils ne détonnent pas le fichier, comme on dit dans le métier, alors que là, j'ai demandé en gros un avis supplémentaire, j'ai envoyé le fichier à une plateforme à côté qui s'appelle Gbox, qui est une solution qui va exécuter l'exécutable et me donner plus d'informations. Voilà, ça c'est pour montrer un peu l'arsenal que je peux avoir à ma disposition pour comprendre ce qui s'est passé. Bon. Je peux aussi, pourquoi pas, récupérer le rapport qui correspond à cette analyse et je pourrais, le cas échéant, par exemple, pousser cet exécutable à l'EDR pour après faire des recherches, pourquoi pas, sur les postes de travail et utiliser mon EDR qui a été intégré avec notre solution pour investiguer un peu plus sur certains postes de travail et pourquoi pas réagir via l'EDR. Si je reviens dans mon alerte, j'avais une troisième alerte. La troisième alerte, c'est Codebreaker. Codebreaker, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose d'un peu particulier puisque c'est assez unique à GetWatcher. C'est ce qui permet de détecter à la fois des PowerShell malicieux, donc des commandes qui auraient été exécutées, ou du shellcode malicieux. Donc du shellcode, c'est du code généralement offusqué ou encodé, qui lorsqu'il est exécuté, va tenter d'exploiter une vulnérabilité ou réaliser une action malveillante. En l'occurrence, ce qui est intéressant, c'est qu'on a ici un fichier qui a été, via l'analyse heuristique, identifié comme potentiellement malveillant, mais en plus, j'ai une alerte supplémentaire qui me dit « Ah oui, mais ce fichier, il a tenté d'exécuter un shellcode ». Donc ça, c'est un niveau d'alerte encore plus élevé. Pour commencer à me dire, là, je fais face à une alerte sophistiquée, puisque je vous rappelle que j'ai eu des premières alertes émises par un système de détection statique, en me disant un poste interne a downloadé un exécutable ou une DLL. Ensuite, j'ai eu un deuxième type d'alerte qui me dit, via une analyse heuristique ou de signature, j'ai 3 moteurs sur 15 qui ont détecté ce fichier comme malveillant. Et j'ai un troisième niveau d'alerte qui me dit, oui, mais en plus, ce fichier-là a tenté d'exécuter un shellcode en mémoire
pour réaliser une opération malveillante. Souvent, c'est pour injecter du code dans un process existant. Enfin, on peut imaginer différentes actions malveillantes exécutées par ce shellcode. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des plateformes également open source, comme Sliver, bien sûr, qui est utilisé ici, mais aussi Empire, Metasploit et autres, qui peuvent permettre de générer assez facilement des shellcodes sans qu'on soit un super expert. Alors, je peux évidemment, pour les personnes qui sont très très techniques, aller dans l'alerte en elle-même, hein, qui est celle-ci. Là. On retrouve bien l'adresse source et l'adresse externe, et je peux, pourquoi pas, afficher le détail de ce shellcode. Alors, vous allez voir, c'est assez complexe. Malgré tout, ça peut être utile pour certaines personnes qui ont des capacités de reverse engineering. Donc, vous voyez, on a fait un travail d'analyse de ce shellcode et on peut évidemment aller dans le détail de ce shellcode. Et on peut voir ici surtout qu'il y a eu un get process heap. Donc, en fait, on a essayé de récupérer la pile des états des process pour peut-être s'injecter dans un de ces process tournant sur la machine. Voilà. Donc, en synthèse, sur la partie détection, et je vais revenir sur la partie tactique. Donc, en synthèse, l'attaque que j'ai exécutée a très rapidement, alors je peux évidemment zoomer, peut très rapidement déclencher 3 types d'attaques. Le shellcode, les règles statiques et la partie anti-malware. Et là, je parle spécifiquement de la partie analyse statique et heuristique, sachant que, comme vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai soumis le fichier à une analyse plus conséquente d'une autre solution qui s'appelle la Gbox. Et là, je peux avoir un report plus complet avec une exécution du fichier, des détails. On voit que le fichier, le malware, qui est en l'occurrence Sliver, tente d'exécuter un run DLL 32 bits, et on a un certain nombre de détails. Alors, je n'ai pas le temps ici de rentrer dans le détail, mais on a énormément d'informations quant au contenu du fichier que réalise le fichier une fois qu'il est exécuté. Je vous ai dit qu'il y avait une dernière partie avant que je réponde à vos questions, qui concerne les métadonnées. Parce que là, on a détecté, mais quelque part, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé dans le détail, quel type d'attaque on a pu avoir. Quand je vais dans les métadonnées, là, je ne suis pas dans la partie détection. La solution va permettre de complètement capturer les différents protocoles qui ont été identifiés. Et on voit que… attendez, là, je ne suis pas bon en termes de temps. 15 dernières minutes, pardon. Voilà. Donc, on voit une cinématique assez intéressante de l'attaque. L'attaque, elle se situe à peu près à ce moment-là. On a eu en effet le fichier downloadé avec 2 requêtes DNS à ce moment-là. Ensuite, on a eu encore des requêtes DNS, des requêtes de type HTTPS ou TLS et des requêtes HTTP. Donc, si je regarde dans le détail, je peux aller voir, par exemple, dans la partie DNS, et on voit qu'en effet, il y a eu deux domaines qui ont été requêtés, sachant que si on va voir exactement dans le détail, on les a évidemment dans l'ordre chronologique, et on peut voir immédiatement que on a une requête vers ce domaine-là en HTTP et une requête DNS vers ce domaine-là et une seconde vers ce domaine-là. Donc on imagine, et c'est ce qui s'est passé, on imagine que la première requête HTTP, puisqu'on l'a vu, consistait à récupérer le fichier, en fait, qui est Sliver, pour l'installer et compromettre le poste. Et après, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit plein de requêtes HTTPS. On dit, tiens, c'est quand même… et à intervalles de temps réguliers. Donc ça, déjà, c'est un peu suspicieux. Si je vais dans la partie TLS, je m'aperçois que j'ai cette fameuse… vous vous souvenez, on avait 2 requêtes DNS vers 2 domaines, Rubejo et le deuxième. En tant qu'analyste, de me poser cette question-là, c'est quand même étonnant. En termes de cinématique, là, j'ai une requête HTTP vers un domaine, je récupère un fichier, il est malveillant, ça a déclenché plein d'alertes chez moi. Et ensuite, depuis ce même poste, le fameux 10.10.20.101, j'ai des requêtes HTTPS vers ce domaine à intervalles de temps réguliers. Bon. Le truc que je peux faire, évidemment, c'est utiliser soit mon système d'intelligence, si j'en ai un, soit utiliser une plateforme sur Internet comme VirusTotal ou une autre, ou tout simplement faire du Google et rentrer, alors je peux le faire ici, et rentrer le nom de domaine qui est utilisé, pardon, excusez-moi, voilà,
Et on voit ici que TA151, Sliver, c'est intéressant. On se dit tout de suite, tiens, il y a quelque chose, c'est connu, ce domaine est connu. Alors là, quelqu'un m'explique, en l'occurrence, c'est Proofpoint, notre partenaire, explique comment se déroule l'attaque. Et quand je descends un peu plus bas, qu'est-ce que je vois? Je vois que Sliver utilise un nom de domaine qui s'appelle ruvejo.com comme command and control. Donc là, immédiatement, je suis extrêmement inquiet parce que qu'est-ce que ça veut dire? En gros, quelqu'un a utilisé par exemple une attaque de type thread hijacking dont j'ai déjà parlé pour compromettre un poste de travail via un email et la personne a dû cliquer sur un document Word, c'est souvent un document Word ou Office, avec une macro qui a récupéré ces fichiers et qui installe Sliver sur le poste de travail. Ensuite, je fais du post-exploitation, je peux injecter du code, installer un malware, récupérer des données, enfin, je peux exécuter un certain nombre d'actions qui sont possibles via Sliver comme plateforme multi-OS. Et je vous le rappelle, ça fonctionnerait sur du Linux, du Windows et du macOS. Donc là, on a vu en synthèse la détection et l'utilisation des métadonnées. Alors, je pourrais faire un peu plus de détails quant à l'utilisation des métadonnées, mais on voit qu'on a chacun des détails qui vont bien. Si je vais sur la partie HTTP, on va voir la requête HTTP initiale. On voit toujours le même poste, le fameux poste. Et ça, c'est le domaine initial. Ruvejo, c'est le deuxième qui est utilisé comme command and control par Sliver, mais carvalided.com a été utilisé pour infecter le poste, pour récupérer le fichier. On voit bien le get ici, avec le fameux fichier ici, là, Z2, qu'on a analysé de façon statique et dynamique avec nos différents outils. Donc là, on a maintenant, grâce à l'utilisation des métadonnées et des moteurs de détection, une compréhension globale de ce qui s'est passé. Et je peux, moi, immédiatement, prendre des actions concernant ce poste de travail, voir avec qui ce poste de travail a aussi communiqué, pourquoi pas, via l'EDR ou via un SIEM ou via un SOR, et ensuite prendre des actions pour cleaner, supprimer Sliver de ce poste de travail.